À l'aube, la base de Ouagadougou étouffe sous la poussière, la sueur et le silence. Puis, une trahison éclate. Dans les mains du capitaine, un dossier n'est plus un rapport. C'est une bombe avec messages codés interceptés, relevés téléphoniques, témoignages concordants et virements suspects vers des comptes offshore. Le nom de Moussa Diallo, un frère d'armes respecté, s'impose et la procédure réclame une sanction immédiate. Mais Ibrahim Traoré hésite, car l'autorité se joue aussi dans la manière de juger. Et si cette fois la justice changeait de visage? Il ne s'agit pas d'un récit de caserne, mais d'un test de commandement sous pression. Le spectateur comprendra comment un choix fissure ou soude une unité. Le dilemme posé à Ouagadougou engage 3 niveaux à la fois. La sécurité immédiate du camp, la confiance entre soldats et la crédibilité d'une justice militaire réputée sans circonstances atténuantes. Quand un espion est identifié au cœur d'une unité, la tradition réclame une réponse rapide, dure, exemplaire. Mais ce dossier ne vise pas un inconnu. Il vise un homme admiré, décrit comme fiable au point de permettre aux autres de dormir sans crainte. C'est là que l'enjeu change de nature. Punir pour protéger la cohésion, ou écouter pour éviter qu'une discipline aveugle n'abîme l'âme du groupe. Une question s'ouvre alors, simple et dangereuse. Qu'est-ce qui peut pousser un soldat respecté à franchir l'interdit? La trahison n'est ni idéologique ni financière. Elle est extorquée. En moins de quelques semaines, une pression ciblée transforme un soldat exemplaire en vecteur de fuite pour une somme cumulée inférieure à 3 millions de francs CFA. Le cœur du dossier précise que Moussa Diallo, sergent de 26 ans, n'a pas vendu son unité par opportunisme. Les interceptions montrent des messages codés, des appels nocturnes et des rencontres furtives près du mur d'enceinte. Les témoignages concordent, les relevés tracent une carte discrète mais cohérente. Pourtant, l'enquête révèle un levier unique, l'enlèvement de sa sœur Aminata, âgée de 12 ans, seule famille qui lui restait après la mort des parents lors d'une attaque dans la région de Dori. Le contexte opérationnel est implacable. La base vit sous tension permanente, avec des lignes de front mouvantes et des points névralgiques surveillés. Dans cet environnement, la doctrine militaire ne tolère aucune brèche. La tradition impose la sanction immédiate pour prévenir l'effet domino, car l'histoire militaire regorge d'exemples où une seule faille a entraîné l'effondrement d'un dispositif entier. La comparaison avec des précédents antiques et modernes nourrit la certitude des officiers. Frappez vite pour sauver le groupe. Mais un détail du dossier inverse la lecture. Les virements suspects ne servent pas à s'enrichir. Ils visent à acheter du temps. Les photos envoyées par les ravisseurs, les menaces répétées et la surveillance constante enferment Moussa dans un piège classique des guerres contemporaines, instrumentaliser la famille pour forcer l'obéissance. À ce stade, Ibrahim Traoré comprend que juger l'acte sans juger la contrainte conduirait à une conclusion simple, peut-être efficace, mais aveugle. Le cadre est posé, des preuves accablantes, une doctrine inflexible et une vérité humaine qui fissure l'évidence. Reste à savoir si la justice peut intégrer la contrainte sans dissoudre l'autorité. Moussa Diallo n'est pas présenté comme une silhouette abstraite dans un rapport. Dans le camp, il est identifié comme un repère humain. Sergent jeune mais expérimenté, il s'est distingué lors de 2 attaques majeures, où il a couvert la retraite de ses camarades sous le feu. Plusieurs soldats racontent qu'il trouvait les mots justes pour maintenir le moral des blessés pendant les nuits les plus longues. Cette réputation explique pourquoi la révélation agit comme une onde de choc immédiate. Les premiers impacts sont visibles dès l'annonce interne. Les officiers se crispent car la discipline repose sur la certitude que la trahison est punie sans délai. Les soldats, eux, oscillent entre incrédulité et malaise. Certains se remémorent des moments partagés avec Moussa, d'autres se demandent si la confiance n'a jamais été qu'une illusion. Le doute, même bref, suffit à fragiliser la cohésion. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devient le point de convergence des tensions. Son silence initial n'est pas interprété comme de l'hésitation, mais comme une phase de calcul. Chaque heure sans décision nourrit des lectures opposées. Pour les plus rigides, elle affaiblit l'autorité. Pour les autres, elle laisse espérer une justice plus nuancée. Cette ambivalence se diffuse rapidement dans les rangs. Un premier cas concret cristallise l'enjeu. Lors d'une patrouille programmée le matin suivant, 2 soldats demandent à être réaffectés, invoquant un manque de clarté sur la sécurité des informations. Ce détail
mineur en apparence, révèle l'effet immédiat de l'affaire. La confiance opérationnelle commence à se fissurer avant même que la sentence ne tombe. Le dilemme n'est plus théorique. Il a déjà des conséquences mesurables sur le fonctionnement du camp. Tout commence par un enchaînement rapide, presque mécanique. La découverte des messages codés déclenche l'alerte. Les transmissions interceptées sont recoupées avec les relevés téléphoniques, puis confrontées aux témoignages de soldats ayant vu Moussa Diallo s'isoler à des heures inhabituelles. En quelques heures, le soupçon devient certitude opérationnelle. La procédure prévoit alors une arrestation immédiate et une sanction exemplaire, afin d'éviter toute propagation de la peur ou de l'imitation. La montée en tension est brutale. Moussa est placé sous surveillance stricte, puis conduit devant le commandement. Les officiers attendent une décision rapide, presque automatique. Dans l'histoire militaire locale comme internationale, l'hésitation est souvent perçue comme un luxe dangereux. Chaque minute, sans ordre clair, alimente la nervosité. Les regards se croisent, les rumeurs circulent. Le camp fonctionne, mais au ralenti, comme suspendu à une annonce qui ne vient pas. C'est à ce moment que Ibrahim Traoré rompt la séquence attendue. Plutôt que de prononcer immédiatement la sentence, il ouvre un dialogue. Cette initiative marque un point de bascule. L'interrogatoire révèle progressivement la contrainte exercée sur Moussa, l'enlèvement d'Aminata, les menaces répétées, l'absence totale d'alternative. Le récit fissure la lecture initiale. La trahison reste un fait, mais son moteur apparaît moins simple qu'anticipé. Le paroxysme est atteint lorsque le débat s'installe au sein de l'état-major. Deux camps se dessinent. D'un côté, ceux qui estiment que toute clémence fragilise la discipline et crée un précédent dangereux. De l'autre, ceux qui craignent qu'une exécution expéditive ne transforme un soldat brisé en symbole d'injustice. La discussion s'envenime, car aucun argument ne neutralise totalement l'autre. Les retombées immédiates sont multiples. L'unité retient son souffle. Les soldats perçoivent que la BCK, que la décision à venir dépassera le sort d'un homme. Elle définira une ligne de commandement. Elle dira si la peur ou la compréhension fondent l'obéissance. À ce stade, le dossier Moussa n'est plus un incident interne. Il devient un test grandeur nature du leadership d'Ibrahim Traoré sous le regard attentif de tous. Au départ, la situation correspond à une trahison classique. Après analyse, elle révèle un schéma de contraintes ciblées. Cette bascule repose sur un faisceau limité, mais cohérent, d'indicateurs chiffrés, chacun éclairant un aspect précis du dossier, sans l'alourdir. D'abord, un premier élément ressort, le flux financier. Les relevés bancaires montrent des virements cumulés inférieurs à 3 millions de francs CFA étalés sur une période courte. Pris isolément, ce montant pourrait suggérer une rémunération clandestine. Mais replacé dans le contexte opérationnel, il apparaît dérisoire au regard des risques encourus et incompatible avec une logique d'enrichissement durable. Chaque transfert correspond à une tentative de négociation avec les ravisseurs, non à une constitution de capital. Le chiffre, loin de prouver la cupidité, indique une urgence. Ensuite, un deuxième élément apparaît, le profil du soldat impliqué. Moussa Diallo est âgé de 26 ans et compte moins d'1 an sous le commandement direct du capitaine. Ce détail, souvent négligé, compte. Il décrit un militaire encore en phase d'intégration, fortement dépendant de ses repères affectifs et hiérarchiques. Ce n'est pas un officier aguerri rompu au jeu de manipulation, mais un sous-officier jeune exposé à une pression psychologique maximale. L'écart entre la confiance accordée et la vulnérabilité réelle devient visible. Puis, un troisième élément compte, l'âge de la personne utilisée comme levier. Aminata a 12 ans. Cette donnée ne relève pas de l'émotion, mais de la stratégie. Dans les conflits asymétriques, les ravisseurs ciblent précisément ce type de profil, car il garantit une obéissance quasi immédiate. La menace sur un enfant modifie radicalement l'équation morale et décisionnelle. Elle transforme un acte de trahison en réaction sous contrainte extrême. Ces trois chiffres, pris ensemble, dessinent une dynamique claire. Avant, le dossier pouvait être lu comme une infiltration ennemie classique, exigeant une réponse standardisée. Après, il révèle un mécanisme de coercition déjà documenté dans d'autres théâtres de guerre, où la famille devient une arme plus efficace que l'argent ou l'idéologie. Le glissement entre le point de départ et l'écart observé ne nie pas la faute, mais en redéfinit la nature. Pour Ibrahim Traoré,
Cette lecture quantitative change la responsabilité du commandement. La sanction automatique protège l'ordre à court terme, mais ignore les signaux faibles qui annoncent d'autres vulnérabilités systémiques. Si un soldat peut être contraint ainsi, d'autres le peuvent aussi. La question cesse d'être individuelle pour devenir structurelle. Les chiffres n'absousent pas Moussa. Ils déplacent le centre de gravité de la décision. Ils indiquent que punir l'homme sans corriger le mécanisme laisserait intacte la faille exploitée par l'ennemi. À ce stade, la donnée n'est plus un outil de condamnation, mais un instrument d'anticipation stratégique. La discipline reste nécessaire, mais elle ne suffit plus à elle seule à garantir la sécurité du groupe. L'argument le plus strict repose sur une logique éprouvée. Dans une unité engagée, la trahison doit être sanctionnée sans délai, car toute hésitation crée un précédent. Les défenseurs de cette ligne rappellent que la discipline militaire ne fonctionne que si la règle est claire, connue et appliquée sans exception. Autoriser une lecture contextuelle ouvrirait la porte à des justifications ultérieures, réelles ou fabriquées, et fragiliserait la chaîne de commandement. L'histoire militaire fournit de nombreux exemples où la tolérance initiale a conduit à des mutineries, des désertions et, à terme, à l'effondrement opérationnel. De ce point de vue, l'exécution protège le groupe, même si elle sacrifie l'individu. Un second argument, plus pragmatique, renforce cette position. Les officiers soulignent que l'ennemi observe. Toute clémence peut être interprétée comme une faiblesse exploitable. Si les groupes rebelles comprennent que la prise d'otage familiale permet d'échapper à la sanction ultime, ils multiplieront ce type de pression. La logique dissuasive exige donc une réponse impitoyable, non par cruauté, mais pour fermer la porte à une stratégie adverse déjà identifiée. La réponse à ces deux arguments ne nie pas leur cohérence, elle les déplace. D'abord, la sanction automatique n'empêche pas l'ennemi d'utiliser la coercition familiale, elle en masque simplement l'ampleur. Les chiffres et les témoignages montrent que cette tactique est déjà employée. Punir sans analyser revient à traiter le symptôme sans corriger la cause. Ensuite, la dissuasion fonctionne si la règle est crédible et juste aux yeux de ceux qui l'appliquent. Une discipline perçue comme aveugle peut maintenir l'obéissance à court terme, mais elle fragilise la confiance à moyen terme, surtout dans des unités où la cohésion repose sur l'engagement volontaire. Enfin, l'argument stratégique évolue lorsque l'on considère l'après. Exécuter Moussa élimine un problème immédiat, mais laisse intacte la vulnérabilité des familles à des soldats. Intégrer la contrainte dans l'analyse permet au contraire d'identifier un levier ennemi et d'y répondre par des mesures préventives. Dans cette lecture, la fermeté ne disparaît pas, elle change d'objet. La rigueur ne vise plus seulement le soldat fautif, mais le système qui l'a rendu vulnérable. C'est sur cette ligne que la décision d'Ibrahim Traoré commence à s'inscrire, non comme un renoncement, mais comme une redéfinition de la force. Ce constat bref ouvre une nouvelle phase du dossier. Plutôt que de voir Moussa uniquement comme une menace à neutraliser, Ibrahim Traoré identifie une possibilité rarement exploitée. Transformer une contrainte subie en instrument de contre-manœuvre. L'idée n'est pas de nier la faute, ni de l'effacer, mais de l'encadrer strictement pour reprendre l'initiative face à l'ennemi. Le raisonnement est simple dans sa structure, mais risqué dans son exécution. Si Moussa a été approché, manipulé et utilisé comme canal d'information, alors ce canal peut être inversé. Chaque message transmis peut devenir une information contrôlée. Chaque échange peut être surveillé. Cette bascule modifie le rapport de force. L'ennemi croit exploiter une faille alors qu'il s'expose à une désinformation ciblée. Cette révélation change aussi la temporalité du choix. La décision n'oppose plus uniquement exécution immédiate et clémence morale. Elle introduit une troisième voie, plus instable, la responsabilité conditionnelle. Moussa ne serait ni absous ni éliminé, mais placé sous contrôle total, avec un enjeu clair. À la moindre déviation, la sanction tomberait. À la moindre réussite, des vies pourraient en être sauvées. À mi-parcours, tout se joue précisément là. L'autorité ne se manifeste plus seulement par la punition, mais par la capacité à anticiper. Ibrahim Traoré comprend que le leadership, dans ce contexte, ne consiste pas à choisir l'option la plus attendue, mais celle qui crée un avantage stratégique tout en assumant le risque politique et humain qu'elle comporte.
La question n'est plus de savoir si Moussa mérite de vivre. Elle devient: cette décision peut-elle protéger l'unité mieux qu'une exécution immédiate? Pour le commandement, la décision engage la crédibilité immédiate. Autoriser une opération fondée sur la déception militaire oblige à renforcer les protocoles, à multiplier les contrôles et à assumer un risque personnel élevé. Si l'opération échoue, Ibrahim Traoré porte seul la responsabilité d'avoir laissé vivre un traître. Si elle réussit, l'état-major obtient une preuve rare: l'intelligence tactique peut compléter la discipline sans l'annuler. L'autorité change de registre, passant de la sanction visible à la maîtrise invisible. Pour les soldats, l'effet est plus intime. La révélation de la contrainte familiale modifie la perception de la faute, la peur ne disparaît pas, mais elle se transforme. Certains redoutent qu'un précédent soit créé, d'autres comprennent que leur propre vulnérabilité est désormais reconnue. Cette reconnaissance produit un double effet. À court terme, elle nourrit l'inquiétude. À moyen terme, elle renforce la confiance envers un commandement perçu comme attentif aux réalités humaines du combat. La loyauté ne repose plus uniquement sur la crainte de la sanction, mais sur l'assurance d'être entendu avant d'être jugé. Pour les familles des militaires, l'impact est indirect mais décisif. L'affaire révèle publiquement que les proches constituent une cible stratégique pour l'ennemi. Cette prise de conscience légitime la mise en place de dispositifs de protection et de soutien. Elle rompt avec une culture du silence où la peur était vécue comme une faiblesse individuelle. En exposant ce levier ennemi, la décision transforme un tabou en problème collectif à traiter. Pour l'environnement sécuritaire plus large, enfin, le signal est ambigu. Les groupes adverses peuvent interpréter la clémence comme une brèche exploitable. Mais ils découvrent aussi que la manipulation n'est plus à sens unique. L'opération de désinformation qui suit piège les assaillants, permet la libération d'Aminata et conduit à l'arrestation des ravisseurs sans perte militaire. Ce résultat concret modifie l'équation stratégique. La contrainte familiale, utilisée contre l'unité, se retourne contre ceux qui l'ont mise en œuvre. Ces 4 niveaux de conséquences convergent vers un point commun. La décision ne supprime pas le risque, elle le redistribue. Elle remplace la certitude brutale d'une exécution par une incertitude contrôlée, plus exigeante mais potentiellement plus protectrice. À ce stade, Ibrahim Traoré n'est plus seulement jugé sur sa fermeté, mais sur sa capacité à produire des effets tangibles là où la règle seule aurait clos le dossier sans rien apprendre. Une première issue, plus prudente, prolonge la logique enclenchée. La décision reste perçue comme une exception strictement encadrée. L'unité intègre progressivement les enseignements du dossier Moussa sans remise en cause ouverte de la discipline. Des procédures de de détection précoce et de soutien aux familles se mettent en place, réduisant la probabilité de chantage futur. La cohésion se stabilise, mais demeure fragile, car elle repose sur un équilibre délicat entre fermeté et compréhension. Dans ce cadre, la décision d'Ibrahim Traoré devient une référence interne, citée avec prudence, jamais érigée en règle générale. Une issue plus favorable suppose une appropriation collective plus profonde. La réussite opérationnelle renforce la légitimité du commandement et crédibilise l'idée qu'une justice nuancée peut coexister avec l'efficacité militaire. Les soldats gagnent en confiance, non seulement envers leur chef, mais envers le système qui les protège. Les signalements de pression ennemie augmentent, non parce que la menace s'intensifie, mais parce qu'elle est mieux identifiée. Dans cette issue, la décision initiale produit un effet d'apprentissage. L'unité devient plus résiliente, moins vulnérable aux manipulations psychologiques et sert de modèle à d'autres formations confrontées au même dilemme. Enfin, une issue plus sombre met en lumière les risques assumés. La clémence est interprétée comme une faiblesse. Des murmures persistants fragilisent l'autorité. L'ennemi teste de nouvelles pressions, convaincu que la contrainte familiale est désormais une faille reconnue. Si une affaire similaire surgit sans issue favorable, la décision initiale est relue comme une erreur fondatrice. Dans cette hypothèse, la cohésion se fissure lentement, non par opposition frontale, mais par accumulation de doutes. La discipline formelle tient encore, mais la confiance s'érode. Ces 3 issues ne sont pas des prédictions,
mais des repères pour lire la suite. Il rappelle que toute décision de commandement crée des effets différés, souvent invisibles au moment où elle est prise. Si la fermeté absolue réduit l'incertitude, elle limite aussi l'apprentissage. Si la nuance ouvre des possibilités, elle exige un suivi constant. La question centrale n'est donc pas de savoir quelle option est moralement supérieure, mais laquelle prépare le mieux l'unité aux pressions futures. À 6 ou 12 mois, le véritable verdict ne portera pas sur Moussa, mais sur la capacité du groupe à résister à la prochaine épreuve. À ce stade, l'histoire cesse d'être strictement militaire. Elle renvoie chacun à sa propre position face à l'autorité, à la faute et à la contrainte. Le spectateur n'est plus extérieur, il est implicitement placé dans la chaîne de décision. Que ferait-il s'il découvrait qu'un collègue fiable agit sous menace ? Se fermer les yeux pour préserver l'ordre ou ouvrir l'écoute au risque de fragiliser la règle ? Pour ceux qui dirigent une équipe, même hors du champ militaire, le dilemme fait écho. Sanctionner rapidement rassure, car la décision est visible et compréhensible. Mais comprendre avant de juger demande du temps, expose à la critique et oblige à assumer des zones grises. L'exemple d'Ibrahim Traoré illustre cette tension universelle. L'autorité n'est jamais seulement un pouvoir de punir, mais aussi une responsabilité d'interpréter. Pour d'autres, la leçon touche à la vulnérabilité personnelle. Moussa n'est pas présenté comme un héros, ni comme une victime absolue, mais comme un individu pris dans un chantage qui dépasse sa capacité de résistance. Cette réalité interroge la frontière entre faute et faiblesse. Elle rappelle que, dans des contextes de pression extrême, la loyauté abstraite entre en concurrence directe avec la protection des proches. Reconnaître cette tension ne justifie pas tout, mais évite les jugements simplistes. 2 gestes concrets émergent de cette réflexion. D'abord, créer des espaces où les signaux faibles peuvent être exprimés sans peur immédiate de sanction. Ensuite, distinguer clairement la faute volontaire de l'acte sous contrainte afin d'adapter la réponse sans dissoudre la règle. Ces gestes n'éliminent pas le risque, mais ils réduisent l'isolement qui rend la manipulation possible. En définitive, cette partie invite le spectateur à déplacer la question. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce que mérite Moussa, mais ce que chaque système de commandement fait pour éviter que ses membres soient broyés en silence. C'est dans cette prévention, souvent invisible, que se joue une part décisive de la solidité collective. La décision ne peut rester symbolique. Elle exige une traduction concrète. À ce stade, Ibrahim Traoré structure une réponse en plusieurs étapes, destinée à réduire durablement la vulnérabilité révélée par l'affaire Moussa. D'abord, sécuriser l'information. Une cellule dédiée est mise en place pour centraliser les signaux faibles liés aux pressions externes. Chaque soldat peut signaler anonymement une tentative de chantage visant un proche. L'objectif n'est pas d'espionner les hommes, mais d'identifier rapidement les points d'entrée exploités par l'ennemi. Le critère d'évaluation est simple, la rapidité de détection avant toute fuite opérationnelle. Ensuite, protéger les familles. Des mesures de discrétion sont renforcées autour des données personnelles et un réseau de soutien est activé pour les proches vivant dans des zones à risque. Cette action vise à déplacer le coût de la coercition vers l'assaillant en réduisant l'efficacité de la menace familiale. Le succès se mesure à la baisse des tentatives documentées de pression indirecte. Puis, clarifier la doctrine. La chaîne de commandement formalise une distinction entre trahison volontaire et acte sous contrainte. Cette distinction ne supprime pas la sanction, mais en ajuste la nature. La règle reste ferme, mais elle intègre un cadre d'analyse préalable. La cohérence des décisions devient l'indicateur clé, afin d'éviter l'arbitraire. Après cela, former à la résistance psychologique. Des sessions spécifiques sont organisées pour apprendre à reconnaître les techniques de manipulation et à réagir avant l'effondrement individuel. Ces formations transforment une faiblesse potentielle en compétence collective. Le taux de signalement précoce sert ici de repère d'efficacité, enfin évalué et ajusté. Chaque incident traité alimente un retour d'expérience partagée. La feuille de route n'est pas figée, elle évolue selon les menaces observées. Pour Ibrahim Traoré, cette approche assume une vérité simple. La discipline ne se décrète pas seulement par la sanction, elle se construit par l'anticipation et la confiance structurée.
Cette feuille de route ne garantit pas l'absence de nouvelles crises. Elle vise un objectif plus réaliste, réduire l'angle mort qui a permis à la contrainte de s'exercer sans être vue. Le souvenir qui revient n'est pas celui d'un ordre crié, mais d'un silence assumé. Dans le bureau dépouillé, la carte du pays épinglée au mur rappelle que chaque décision locale résonne bien au-delà du camp. Moussa Diallo n'est plus seulement le soldat fautif du début du récit. Il devient le symbole d'une faille humaine révélée au grand jour, puis transformée en enseignement collectif. La sœur libérée, l'opération réussie et la sanction encadrée ne ferment pas l'histoire. Ils en déplacent le centre. Pour Ibrahim Traoré, ce moment agit comme un marqueur durable. Son autorité ne repose plus uniquement sur la capacité à punir, mais sur celle de tenir une ligne difficile face à la pression. Il ne s'agit pas d'une clémence naïve, ni d'un renoncement à la discipline. Il s'agit d'un choix qui accepte la complexité sans l'effacer, et qui transforme une crise en boussole pour l'avenir. Le rappel émotionnel est simple et lourd de sens. Un commandement se juge moins à la dureté d'une sentence qu'à la cohérence de ses conséquences. La décision prise n'efface pas la trahison, mais elle empêche qu'elle se répète dans l'ombre. Elle rappelle à l'unité que la force collective ne naît pas seulement de la peur d'une punition, mais de la certitude que chaque situation sera regardée en face. Cette histoire ne propose pas un modèle universel. Elle laisse une trace, un motif récurrent. Lorsque la règle et l'humanité semblent s'opposer, le véritable leadership consiste parfois à refuser cette opposition. C'est dans cet espace inconfortable que se dessine une autorité capable de durer. À la fin, le récit ne se referme pas sur une certitude, mais sur une interrogation partagée. Ce qui s'est joué dans ce camp dépasse le cas de Moussa Diallo, et même le cadre militaire. Il interroge la manière dont une société juge, punit et protège lorsqu'elle est placée sous pression extrême. En acceptant d'exposer publiquement ses doutes et sa méthode, Ibrahim Traoré ne cherche pas l'adhésion immédiate. Il invite à un débat plus large sur ce que signifie diriger sans renoncer à l'humanité. Pour certains, cette histoire restera celle d'un risque inutile. Pour d'autres, elle marque une tentative rare de concilier ordre et compréhension dans un contexte où la tentation de la brutalité est constante. Entre ces deux lectures, il n'existe pas de réponse simple. Il existe seulement des choix et les conséquences qu'ils produisent dans le temps. La question finale ne s'adresse donc pas uniquement aux militaires. Elle concerne toute personne confrontée à l'autorité, à la responsabilité et au jugement d'autrui. Faut-il privilégier la règle, même lorsqu'elle écrase, ou accepter la nuance, même lorsqu'elle expose? Ou placer la limite entre l'exemplarité et l'aveuglement? Si cette histoire vous a interrogé, prolonger la réflexion est déjà une forme d'action. Partager, discuter, confronter les points de vue permet de maintenir vivant ce débat essentiel. Car au-delà d'un camp et d'un capitaine, c'est notre rapport collectif à la justice et au leadership qui reste ouvert.